Savoir vraiment comment fonctionne un LLM une fois qu'il est gavé de données, est-ce que même ses concepteurs comprennent toute la logique derrière? Vrai ou faux? C'est la question brûlante qu'on explore aujourd'hui sur le podcast de Philippe avec l'aide de NotebookLM pour synthétiser un peu les points clés. Bienvenue à cet échange. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une interrogation majeure concernant les grands modèles de langage. Jusqu'où va réellement la compréhension de leur fonctionnement interne par ceux qui les créent? La question qui nous divise et qui ressort des analyses qu'on a pu consulter, c'est celle-ci. Avons-nous une prise réelle sur la manière dont les LLM génèrent leurs réponses, ou est-ce qu'on navigue essentiellement à vue avec des boîtes noires, même du point de vue des ingénieurs concepteurs? Bon, je défendrai l'idée que notre compréhension et nos moyens de contrôle, même s'ils sont incomplets, progressent de façon assez notable. Oui. Et de mon côté, je soutiendrai que l'opacité intrinsèque de ces systèmes reste en fait un obstacle fondamental. Et c'est une source de défis et de risques non négligeables qui limitent notre véritable maîtrise. Alors, entrons dans le vif du sujet. Dire qu'on est dans l'ignorance la plus totale, ça me paraît excessif. Les fondations architecturales, comme le Transformer, sont quand même largement documentées, comprises. On saisit bien le rôle crucial des mécanismes d'attention pour capter le contexte, ou comment les couches d'embedding transforment le langage en représentation vectorielle. Le processus même d'entraînement, vous savez, du préentraînement massif à l'ajustement fin via RLHF, l'apprentissage par renforcement basé sur le retour humain, c'est un processus qu'on orchestre et qu'on affine. Ce n'est pas une magie incontrôlée. On met aussi en place des cadres d'audit et de traçabilité de plus en plus sophistiqués. Des logs détaillés, le suivi des métriques, le traçage distribué qui permet de suivre le parcours d'une requête. Et nos méthodes de contrôle, comme le fine-tuning ciblé ou le RLHF, pour aligner les réponses sur des principes éthiques ou des instructions précises, elles montrent une efficacité pratique. Enfin, il faut souligner les avancées de la recherche en interprétabilité. L'analyse des activations neuronales, les techniques de perturbation, les cartes de chaleur, le traçage causal, tout ça, ça vise à percer les secrets de la boîte noire. Ce n'est peut-être pas une transparence totale, c'est vrai, mais c'est loin d'être une opacité immutable. Oui, j'entends bien ces points sur les outils, sur les progrès réalisés, mais je pense que le terme boîte noire conserve malgré tout sa pertinence, et ce pour des raisons assez fondamentales. Savoir comment on assemble les briques Transformers, attention, etc. et comment on lance le chantier, disons, l'entraînement, ça ne signifie pas qu'on comprend pourquoi, une fois le bâtiment achevé et soumis aux aléas, cette réponse précise émerge plutôt qu'une autre. Le cœur du problème pour moi, c'est que le fonctionnement post-entraînement repose sur des milliards de paramètres ajustés par des corrélations statistiques tellement complexes qu'elles défient notre intuition et notre capacité d'analyse exhaustive. Ce n'est pas un raisonnement logique au sens humain, c'est une forme de mimétisme statistique extrêmement sophistiqué. Les LLM peuvent générer une chaîne de pensée qui ressemble à un raisonnement, c'est vrai, mais c'est une imitation de forme, pas une preuve de compréhension sémantique profonde. Et cette opacité fondamentale, ce n'est pas qu'une curiosité intellectuelle, elle a des conséquences pratiques directes et potentiellement graves. Les fameuses hallucinations, ces réponses fausses mais formulées avec aplomb, l'amplification insidieuse des biais présents dans les données d'entraînement, sans oublier les vulnérabilités spécifiques comme l'injection de prompts, où l'on peut détourner le modèle par une instruction cachée, ou même l'empoisonnement des données, ces risques découlent directement de notre incapacité à prédire et à contrôler finement le comportement interne. Quant au RLHF et au fine-tuning, pour moi, ils agissent en surface sur le comportement observable. Ce sont des filtres, oui, des garde-fous utiles, mais ils ne modifient pas fondamentalement l'inconnu qui réside au cœur du modèle. Vous parlez d'opacité comme d'un mur infranchissable, mais n'est-ce pas un peu sous-estimer la portée de ce que nous savons et de ce que nous pouvons faire ? Maîtriser l'architecture, le processus d'entraînement et surtout disposer d'outils d'audit et de traçabilité qui nous donnent une visibilité sur le flux de traitement, les métriques, les logs, ça constitue déjà une forme de compréhension opérationnelle, je pense, très significative. Ce n'est pas rien de pouvoir suivre le cheminement d'une requête, d'identifier des goulets d'étranglement ou des comportements anormaux via l'observabilité. Oui, mais cette observabilité, aussi détaillée soit-elle, elle reste souvent au niveau du quoi et du comment technique. Pas du pourquoi fondamental au niveau neuronal. Elle décrit le symptôme, d'accord, mais pas toujours la cause profonde qui est logée dans l'interaction de milliards de paramètres. Comprendre les plans d'une usine chimique, ça ne suffit pas à prédire toutes les réactions complexes et parfois inattendues qui peuvent s'y produire. C'est là que les techniques d'interprétabilité entrent en jeu.
Bon, c'est vrai, elles sont encore en développement, mais des approches comme le traçage causal, qui essayent de relier l'activation de certains neurones à des capacités spécifiques, ou l'analyse de l'impact de perturbations ciblées, ça commence à nous donner des clés pour sonder cet intérieur. Ce n'est peut-être pas une carte complète du territoire, je vous l'accorde, mais ce sont des sondages de plus en plus profonds. On parle d'une compréhension fonctionnelle qui s'affine quand même. Fonctionnel, peut-être, mais est-ce que c'est suffisant pour établir une confiance solide ? Quand un LLM simule une chaîne de pensée, il reproduit des motifs textuels appris qui ressemblent à un raisonnement. Mais il ne raisonne pas sur la base de la logique, de la causalité ou d'une compréhension du monde réel comme nous le faisons. Il n'y a pas de véritable intention derrière la réponse, seulement une optimisation statistique. Et c'est cette différence cruciale qui maintient une part d'ombre. On ne sait pas vraiment pourquoi il choisit telle continuation statistique plutôt qu'une autre, qui serait potentiellement plus juste ou moins biaisée. Les techniques d'interprétabilité actuelles donnent des indices, oui, mais elles peinent encore à expliquer la globalité du comportement émergent de ces systèmes ultra complexes. Et ça nous ramène à l'efficacité réelle des contrôles. Vous les qualifiez d'efficaces, mais je maintiens qu'ils agissent principalement comme des remparts externes, comme des patchs comportementaux. Le RLHF, le fine-tuning, les garde-fous, ils tentent de contenir les débordements les plus évidents, d'orienter les sorties dans une direction souhaitée. D'accord, mais ils ne résolvent pas le problème central de la boîte noire. Si le mécanisme interne reste opaque, comment être certain qu'aucune défaillance imprévue ne surviendra dans un contexte inédit ? Comment garantir que des biais subtils n'ont pas échappé aux filtres humains ou aux données d'ajustement ? Les vulnérabilités comme l'injection de prompts montrent bien qu'on peut contourner ces défenses externes en exploitant justement notre méconnaissance des rouages internes. Ces contrôles sont nécessaires, bien sûr, mais ils sont une tentative de gérer un système dont la dynamique profonde nous échappe encore largement. Qualifier ces méthodes de simples patchs, ça me semble un peu minimiser leur impact réel. Elles sont pragmatiques, oui, mais leur efficacité pour sécuriser et aligner les LLM dans des applications concrètes est démontrée. Le RLHF, par exemple, ne fait pas que filtrer les mauvaises réponses. Il réoriente activement l'optimisation du modèle vers des comportements jugés plus sûrs et utiles. C'est un façonnage en profondeur, même si l'on ne comprend pas chaque micro-ajustement de paramètres. C'est un peu comme piloter un avion moderne. Le pilote n'a pas besoin de comprendre le fonctionnement intime de chaque microprocesseur de l'avionique. Il s'appuie sur une compréhension des principes de vol, sur des instruments fiables, des procédures éprouvées et des systèmes de contrôle robustes. De même, avec les LLM, une compréhension suffisante des principes généraux, combinée à des contrôles externes, audits, tests et internes, RLHF, garde-fous rigoureux, permet une exploitation maîtrisée et de plus en plus fiable. La gestion des accès, les audits de sécurité réguliers sont des pratiques d'ingénierie essentielles qui fonctionnent. La métaphore de l'avion est intéressante, c'est vrai. Mais un avion est conçu selon des principes physiques et mécaniques connus et déterministes, même si le système est complexe. Les LLM, eux, relèvent d'une complexité émergente issue de données massives, où les principes sont des corrélations statistiques dont la logique profonde nous échappe encore. C'est là, je pense, toute la différence. Les contrôles actuels réduisent des risques, c'est vrai, mais croire qu'ils les éliminent ou qu'ils nous donnent une maîtrise totale serait une illusion dangereuse, à mon avis. Bon, ça nous amène directement à la question de la confiance et des implications. Si la recherche en interprétabilité progresse, si nos outils d'audit et de contrôle s'améliorent, ne peut-on pas envisager un déploiement responsable en agissant ? Il ne s'agit pas d'une confiance aveugle, évidemment, mais d'une confiance construite sur des preuves de contrôle et une vigilance constante. Attendre une compréhension parfaite avant d'agir reviendrait à se priver des bénéfices immenses de ces technologies. La clé n'est-elle pas justement dans la combinaison d'une compréhension partielle mais croissante, de contrôle robuste et d'une adaptation continue face aux nouveaux défis ? La prudence, ce n'est pas la paralysie, mais c'est la reconnaissance lucide des limites actuelles. L'opacité fondamentale de ces boîtes noires doit nous inciter à une humilité radicale, surtout lorsqu'il s'agit de domaines critiques comme la médecine, la justice ou la finance, où l'erreur n'est tout simplement pas une option. La confiance ne peut pas se décréter, elle doit se mériter par la transparence et la prévisibilité. Or, le manque de compréhension profonde limite intrinsèquement ces deux aspects. Il faut accepter que nous déployons des outils dont nous ne maîtrisons pas entièrement le fonctionnement interne. Et cette acceptation, elle est la condition sine qua non d'une utilisation réellement responsable. Elle doit guider le choix des applications, le niveau de supervision humaine requis
et nous pousser à questionner en permanence la fiabilité de leurs résultats. Il est même possible finalement qu'une compréhension exhaustive soit une chimère, une limite inhérente à ce type de complexité. Et cette perspective doit tempérer nos ambitions et renforcer notre vigilance. Pour conclure de mon côté, je maintiens que si la complexité des LLM reste un défi immense, notre arsenal pour les comprendre et les contrôler s'étoffe considérablement. Entre la maîtrise des architectures, l'ingénierie de l'entraînement, les outils d'audit, de traçabilité et les méthodes d'alignement comme le RLHF, on dispose de leviers concrets. La recherche en interprétabilité, même si elle n'a pas encore livré tous ses secrets, ouvre des fenêtres sur la boîte noire. Tout cela permet une utilisation de plus en plus maîtrisée et alignée, même sans une cartographie neuronale exhaustive. La voie est celle du progrès incrémental et, je pense, d'une gouvernance adaptative. Et je conclurai en réaffirmant que l'opacité reste au cœur de la nature des LLM actuels. Leur puissance émerge de milliards de paramètres, ajustés statistiquement d'une manière qui demeure, pour l'essentiel, insondable, même pour leurs concepteurs. Cette caractéristique de boîte noire, fondamentalement différente du raisonnement humain, engendre des risques structurels, hallucinations, biais, vulnérabilités que nos contrôles actuels atténuent, oui, mais n'éradiquent pas. Une vigilance sans faille et une reconnaissance honnête des limites de notre compréhension sont donc impératifs pour naviguer les défis posés par ces systèmes. La maîtrise totale est peut-être hors de portée et c'est cette réalité qu'il faut intégrer dans notre approche. Bon, ces points de vue divergents montrent bien la tension productive entre les capacités technologiques croissantes et les questions fondamentales que soulève la complexité de ces intelligences artificielles. Le débat est loin d'être clos et il y a encore beaucoup à découvrir dans les travaux qui scrutent ces systèmes. Absolument. La discussion ne fait que commencer à explorer ces territoires complexes. Vous écoutiez le podcast de Philippe. Si cet échange vous a éclairé ou interpellé, eh bien le meilleur moyen de nous soutenir est de le partager autour de vous. Aidez-nous à atteindre notre objectif de 2000 abonnés pour continuer à vous proposer des analyses nuancées sur des sujets complexes. Merci beaucoup de votre écoute.